pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Ça s'appelle la guerre des rues, ça s'appelle la guerre du regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être agressé physiquement si vous ne baissez pas les yeux. Bonjour, nous voilà à nouveau dans notre petit studio d'enregistrement bien sympathique, studio d'enregistrement d'Ineal Media. Je vous rappelle qu'il serait de bon ton pour vous de vous abonner, le plus nombreux possible. Ça nous rendrait très joyeux de voir à quel point nos interventions vous intéressent et retiennent votre attention. Comme lors de la réunion précédente, avec mes deux collègues que je vais représenter une nouvelle fois, Olivier Damien, ancien commissaire divisionnaire et également ancien secrétaire du syndicat des commissaires, et Patrick Ivars, qui a fait toute sa carrière en police judiciaire, et également ancien commissaire divisionnaire. Dans une précédente émission, nous avions tenté de dégager quelques idées maîtresses sur l'ensauvagement, le pourquoi de l'ensauvagement, en essayant d'avoir une vision un peu philosophique ou sociologique sur cette nouvelle donnée médiatique, en apportant notre vision, notre expérience en matière de police. Dans cette présente émission, nous allons entrer un peu plus dans les détails et parler plus intimement de l'institution policière. Elle est, ces derniers mois, extrêmement mise à mal, à la suite de l'affaire Traoré, à la suite des manifestations des Gilets jaunes. On a vu beaucoup d'inimitié à notre égard, beaucoup de faits divers qui étaient en défaveur de la police nationale, et même on peut y ajouter la gendarmerie nationale. Donc il est important, à notre avis, d'en débattre entre nous, et toujours pareil, hein, au vu de notre expérience, faire un état des lieux, dire ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré. Alors bien sûr, toujours pareil, essayer de faire, en faisant l'état des lieux, dire pourquoi on en est arrivé là, aussi bien sociologiquement, hein, dans la sociologie policière, ou au travers des diverses réformes qu'il y a eu, soit du code pénal, du code de procédure pénale, soit des réformes internes, des réformes structurelles, et également de l'avenir, si on veut adapter cette institution aux enjeux de demain. Je vais passer la parole en premier à Olivier, je veux dire, pour qu'il nous donne son avis sur ces sujets. Il y a un fait constant, la police nationale a toujours bénéficié d'une opinion assez favorable dans l'opinion publique. Et ça, 20-30 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des sondages, globalement, la police nationale, auprès de nos compatriotes, était plutôt bien vue, à 65-70%. La magistrature ne peut pas dire la même chose. Bon. Donc c'est vrai que, partant de ce crédit de confiance, la police nationale a toujours mené à bien ses missions du mieux qu'elle pouvait. On peut pas non plus lui retirer ça. Bien sûr qu'il y a des brebis galeuses dans la police nationale comme il y en a dans toutes les corporations, mais la police nationale, rappelons-le, est une police qui sait très bien faire sa police interne, et c'est important de le rappeler à un moment où on parle de la suppression, peut-être même de l'IGPN. Certains y seraient très favorables pour la remplacer par quoi ? Par encore une vague institution qui ne saura peut-être même pas de quoi elle parle, parce que moi, je n'ai pas d'intérêt particulier à défendre l'inspection générale de la police nationale, mais elle a au moins cet avantage d'être un produit maison, de savoir de quoi elle parle. Et puis, je sais aussi, et vous le savez parce que vous avez été chef de service, l'IGPN n'a jamais fait de cadeau aux policiers d'une façon générale lorsqu'elle avait des enquêtes à mener. Elle les a toujours menées du mieux qu'elle pouvait, c'est du moins ce que je pense. Toujours est-il que je crois que cette police nationale, qui aujourd'hui est décriée pour les raisons que tu évoquais, effectivement, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes où on a pu voir se développer parfois une répression que moi-même, ancien professionnel de terrain, j'ai eu du mal à comprendre.
Est-ce que c'était dû à une perte de technicité? Est-ce que c'était dû à une mauvaise gestion du maintien de l'ordre? Est-ce que c'était dû à une évolution, tout simplement, vers la violence, qui a fait que subitement nos collègues sur le terrain se sont retrouvés confrontés à des situations qu'ils ont eu du mal à gérer, et collectivement et individuellement? C'est possible que ce soit un peu de tout ça. Néanmoins, il y aura certainement des points sur lesquels il faudra revenir pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc cette institution, qui bénéficie, je le répète, en général d'un avis plutôt favorable, c'est vrai, est aujourd'hui un peu montrée du doigt, mais soyons clairs. Nous évoquions dans une précédente émission cette notion de bande rivale, cette bande rivale qu'est la police par rapport à tous les gangs que l'on peut rencontrer. Est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à ternir l'image de la police pour enfoncer le clou de la bande rivale? Non, la police nationale n'est pas une bande rivale, c'est une institution forte et puissante, au service d'un État démocratiquement élu. On peut ne pas être d'accord avec ceux qui nous gouvernent, c'est la loi de la démocratie. Il n'en demeure pas moins que la police nationale reste un outil de souveraineté et qu'elle doit s'adapter, bien sûr, non seulement aux situations, mais aux ordres qu'elle reçoit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle change, qu'il ne faut pas qu'elle évolue? Si, bien sûr, il faudra qu'on se pose des bonnes questions. Il faudra qu'on se pose des bonnes questions sur la façon dont le maintien de l'ordre évolue aujourd'hui. Il faudra qu'on se pose des questions sur ce terrorisme qui est pérenne maintenant. C'est un risque majeur qui est permanent. Il faudra qu'on se pose des questions sur une délinquance aujourd'hui, notamment dans les banlieues, avec ces bandes armées qui se manifestent même devant les caméras. Et il faudra vraisemblablement que la police évolue. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus en profondeur. Voilà l'introduction que je souhaitais faire. Patrick? Comment va la police, hein? C'est Oui, ça la question, un petit peu. On peut se poser quand même, on peut s'interroger sur le fait que l'image de la police, et c'est important en fait l'image, parce qu'on a tendance trop souvent à dire que la police, oh, c'est facile, on va augmenter le budget, puis ça y est, c'est réglé, oh, on va augmenter les effectifs, ça y est, c'est réglé. Tant mieux, je veux dire, moi j'ai vécu pas mal d'années avec des services de police qui sont toujours en limite par rapport à ce qui devrait être en termes d'effectifs et de moyens. Ok, je suis d'accord. Maintenant, il y a une question d'image, et ça, l'image, c'est de l'impalpable. C'est quelle est l'image de la police, qu'est-ce qu'elle a comme image d'elle-même, et qu'est-ce qu'elle donne comme image aux Français. Et je constate une chose, c'est que l'image de la police, elle a évolué, et pas dans le bon sens, en très très peu de temps. Entre 2015 et 2018, en l'espace de 3 ans, 4 ans, son image a été considérablement abîmée. En 2015, on se souvient des attentats de janvier, Charlie Hebdo notamment, Hyper Cacher, et puis ceux de novembre. J'ai vécu ceux de novembre en direct, les attentats au Bataclan, aux Terrasses, Stade de France. Et ça me fait penser à la chanson de Renaud, Tout le monde va embrasser un flic. En 2015, à la fin de l'année 2015, la police avait une cote de popularité qui était énorme. Je pense qu'on méritait cette image-là. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment on a fait en l'espace de 3 ans pour perdre cette image aussi vite. Comment est-ce qu'on est arrivé à avoir une image aussi mauvaise de la police à partir de 2018, à partir des manifs Gilets jaunes, on va dire, à partir du maintien de l'ordre, à partir de l'usage des LBD, etc. Comment est-ce qu'on a fait en l'espace de 3 ans pour perdre ce crédit de popularité qu'on avait auprès de la population et qu'on a encore, mais qu'on n'a plus comme on l'avait à la fin de l'année 2015. Et ça, c'est important parce que l'image qu'on donne au public, c'est l'image que le public nous renvoie ensuite. C'est l'image que le public renvoie aux policiers. Et le policier, il a besoin quand même de cette valorisation. C'est ce qui fait qu'on arrive à recruter de jeunes policiers, c'est ce qui fait qu'on va au travail en étant content, parce qu'on sait que le travail qu'on va faire, on va le faire au profit de gens qui nous aiment bien, et ça donne le moral, quoi. Et quand on a le moral, quand on est policier, ben, je pense que c'est déjà c'est 50% du boulot, quoi. Parce que quand on va au travail à reculons en se disant le travail que je fais, il est décrié, on dit que je le fais pas bien, on dit qu'il ne sert à rien. Et là, on en arrive à des problèmes qui sont extrêmement graves. C'est celui, on va peut-être aborder le sujet, celui du sursuicide qu'on a dans la police. Le problème de nos collègues, quel que soit le grade.
quel que soit l'âge aussi, qui en arrivent à se supprimer dans la police avec leur arme de service. Et on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Je crois qu'il n'y en a pas qu'une de réponse, hein, c'est pas simple. Hein. Mais l'une des réponses peut-être qu'on pourrait apporter, une piste de réflexion, c'est celui de l'image de la police auprès du public. Et j'aimerais qu'on arrive à réfléchir à cette question et à éventuellement trouver une réponse. Comment on a fait en l'espace de 3 ans, de 2015 à 2018, pour perdre le crédit qu'on avait auprès de la population. Tout à fait. Est-ce que, puisqu'on est entre nous, est-ce qu'on peut aborder les sujets tels que l'efficacité policière? On a tous été chefs de service, on a tous été dans divers services, que ce soit en police judiciaire, en sécurité publique. Est-ce qu'au vu de l'expérience que l'on a, du passé, des années accumulées, est-ce qu'on a le sentiment que la police d'aujourd'hui est plus ou aussi efficace que celle d'hier? Si oui, tant mieux, réjouissons-nous. Sinon, pour quelles raisons? Est-ce que la sociologie policière a un impact sur la fiabilité de la réponse policière? On a tous connu les gardiens de la paix des années 70 et on sait qu'aujourd'hui, les gardiens de la paix des années 2020 ne sont plus les mêmes, sociologiquement. Est-ce que les différentes réformes structurelles qu'a connues l'institution policière, on l'a connue, nous, hein, la réforme des corps et carrières de 95, si même ça reporte à 25 ans, est-ce que ça n'a pas eu un impact terrible dans l'institution policière? Est-ce que les réformes du Code de procédure pénale n'ont pas eu un impact sur l'efficacité policière? Est-ce que toutes ces réformes-là, en fin de compte, n'ont pas amené à une forme, non pas de paupérisation de l'institution policière, mais de manutentionnarisation de la police? Et ce qui pourrait quelque part expliquer les désespérances ultimes que tu évoquais, ou d'un autre côté, le manque d'efficacité ressenti parfois par la population. C'est là-dessus que je voudrais que, avec cette aisance que nous donne maintenant notre âge avancé, et le fait qu'on soit déchargé de notre devoir de réserve, nous interroger face caméra hein, sur, à l'intérieur de l'institution policière, qu'est-ce qui a péché ou qu'est-ce qui a permis une amélioration? Je vous citais tout à l'heure hors caméra un exemple très simple. Moi, j'ai fait une énorme partie de ma carrière à la préfecture de police. Quand je suis rentré à la préfecture de police, il y avait 54 commissariats de quartier. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. On nous a parlé de la police de proximité et on s'est aperçu que par contre, la proximité policière avait tendance à disparaître. C'est plutôt là-dessus que j'aimerais maintenant vous interroger, à savoir, est-ce que la police est-elle, à vos yeux, d'une égale efficacité? Est-ce que les modes de recrutement sont les bons? Est-ce que les modes de promotion, la hiérarchie interne, la déclinaison hiérarchique est la bonne? Est-ce que tout ça ne suggère pas des améliorations ou des changements profonds? Olivier, tu veux peut-être répondre? Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que le policier devient un fonctionnaire comme un autre. Hein. Voilà, alors, sur l'efficacité de la police, soyons très clairs, tu as évoqué des différents points qu'il faudra prendre les uns après les autres. Je pense qu'on peut indéniablement parler d'une baisse qualitative, c'est évident. Cette baisse qualitative, alors, elle n'est pas forcément brutale, mais cette baisse qualitative, elle est liée tout simplement à la baisse qualitative générale que connaît notre société en matière d'instruction. Le policier, la police est le reflet de la société. C'est ce que nous disions lors d'une émission précédente, le policier est le reflet de la société. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur les fondamentaux déjà, et on l'a vu en tant que chef de service, vous avez dû voir comme moi, un certain nombre de fonctionnaires de police qui arrivaient avec un bagage leur permettant à peine de faire un rapport, voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, c'est une réalité, mais d'ailleurs qui touche tous les corps. Hein. Moi, je n'en vise pas en particulier aujourd'hui. Donc, premier point. Deuxième point, effectivement, je crois que pendant de très nombreuses années, on a connu cette période-là, les tâches étaient vraiment très spécialisées. Tu parles d'avant 95, où effectivement, on avait une police qui était bien scindée, une police de voie publique, commandée par un corps d'officiers de paix auquel j'ai appartenu, moi, et puis un corps d'investigation, des inspecteurs de police. On avait une vraie professionnalisation qui allait très loin dans la technicité. Et puis, c'est vrai que cette réforme de 95, elle a eu pour but,
en dehors du fait qu'on a voulu complaire à certains syndicats, il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même, voilà. Elle a eu pour but d'investir d'un seul coup de pouvoirs très nouveaux et importants une masse de fonctionnaires qui n'y avaient pas forcément été préparés à ça. Alors je ne leur jette pas la pierre parce que c'est aussi du jour au lendemain se retrouver en situation d'être confronté à des problèmes pour lesquels on n'a pas été forcément bien formé, bien préparé, etc. C'est pas forcément évident, entendons-nous bien. Je pense que ça a fragilisé l'institution d'un point de vue professionnel. Troisième raison que je vois, c'est la massification de la délinquance. Tout simplement, quasiment à effectif constant, ou pas loin, alors on a un peu augmenté les effectifs de police, etc., mais la délinquance a explosé. Donc il est clair que la police, en termes d'efficacité, ne pouvait plus être au rendez-vous. À partir du moment où un fonctionnaire est appelé à traiter non pas une affaire, mais en traiter 10, il ne les traitera pas de la même manière. Les journées font toujours 24 heures, et on a toujours le même problème pour résoudre la délinquance. Alors moi je pense qu'aujourd'hui notre police fait ce qu'elle peut, nos policiers font ce qu'ils peuvent globalement, soyons très clairs, mais je pense qu'on leur a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je me résume, en leur donnant des compétences pour lesquelles, au départ, aujourd'hui, je nuancerai, pour ce qui est d'aujourd'hui vraiment, je nuancerai le propos, parce que depuis 1995, de l'eau est passée sous les ponts, et je crois qu'aujourd'hui, nos chargés d'investigation sont meilleurs que ceux qu'on a eus au départ. Mais toujours est-il qu'on leur a donné des compétences lourdes, fortes, qu'il fallait assumer, sans leur donner toujours la bonne formation. Voilà. Et puis confronté à des diminutions d'effectifs et une charge de travail qui augmente tout le temps, mais il est clair qu'à un moment donné, ça craque. Voilà, ça craque. Donc voilà le premier constat que l'on peut faire, enfin, que moi je fais. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que la police globalement a certainement perdu en efficacité. On évoquait tout à l'heure l'ordre public avec les Gilets jaunes, je pense aussi que du jour au lendemain, nos unités chargées du maintien de l'ordre se sont trouvées à devoir faire face à des missions qui n'étaient inconnues jusque-là. Ça s'est fait au préjudice, on peut toujours pareil, les journées ne font que 24 heures, quand on ne s'entraîne plus à faire du maintien de l'ordre et qu'on fait autre chose, on perd en compétences. Peut-être peut-on y voir une partie des raisons pour lesquelles on a assisté à des choses lors des manifestations des Gilets jaunes notamment, qui étaient difficilement acceptables quand on a connu la conduite d'un maintien de l'ordre, comme ça se faisait à l'APP par exemple, dans les années 80, c'était quand même fondamentalement très différent. Donc voilà, je pense que tous ces éléments, je les donne un petit peu en vrac, mais je pense ont contribué à affaiblir, je modère mon propos, à affaiblir une institution qui aujourd'hui se trouve submergée tout simplement par le travail. Il faut qu'elle soit au four et au moulin, des effectifs. Moi j'ai été DDSP dans une ville importante de province avec des brigades de roulement à 6 fonctionnaires, dont parfois 2 ADS. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment voulez-vous faire un travail de qualité? C'est impossible. On part au plus pressé. On part au plus pressé, on bouche les trous. Alors, est-ce que c'est pas la conjonction de tout ce que tu viens d'évoquer? Est-ce que, justement, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait le progrès peut être le développement d'une erreur. Oui, c'est possible. Voilà. Des fois, oui. Voilà. Est-ce que la conjonction de ce que tu viens d'évoquer n'explique pas justement ce manque de qualité? D'une part, la massification de la délinquance, qui est peut-être aussi le fruit d'un manque de professionnalisme aussi. L'un et l'autre peuvent s'imbriquer. Est-ce qu'en fin de compte, pour nos auditeurs, il est quand même bon de rappeler cette réforme de 95, parce que beaucoup l'ignorent. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait un corps de 23 000 inspecteurs de police. Oui. Et un corps de gardiens de la paix. Il y avait donc une scission très nette entre la police en tenue et la police en civil. Il y avait donc une filière de l'investigation et du renseignement qui était très forte, parce que va en découler énormément de problèmes par la suite. La disparition du jour au lendemain de ces 23 000 inspecteurs a fait, conjugué à la disparition des renseignements généraux qu'on a connus par la suite, l'apothéose du tout numérique, ou croire énormément aux bienfaits de la technique, a diminué l'investissement personnel également. On l'a vu, on a dû tous le constater. Pour être un peu grévois, qui aujourd'hui sera encore capable de faire une vraie filoche? On a tendance à mettre des balises, mais à mon époque, on faisait des filoches pendant des heures et des heures. Donc, je ne sais pas si les auditeurs vont bien comprendre, mais nous, entre nous, on va se comprendre. En fin de compte, est-ce que cette déperdition de l'investissement, liée également à ces réformes successives, parachevées par la réforme du Code de procédure pénale, qui a fait que, par exemple,
à mon époque, le directeur d'enquête, c'était le chef de service. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le directeur d'enquête, c'est un substitut qui est au téléphone à l'autre bout du département, auquel l'OPJ rend compte. Moi, je me souviens, des fois, en tant que commissaire de police, de rentrer dans un bureau et dire où vous en êtes dans votre affaire, et on me répondait, j'ai vu avec le parquet. Oui, j'ai vu avec le parquet, seulement la bagnole pour aller faire la perquise, l'essence, les fonctionnaires, c'est moi qui l'ai fait. Sauf que Maurice, à 18h, le parquet, il répond plus, quoi. Tandis que nous, on est encore là jusqu'à 22, 23h. C'est un peu vrai. Là où je voudrais vous amener tout doucement, c'est également à ça, faire l'introspection de notre institution. Savoir si vraiment, par exemple, au niveau de la police judiciaire, on sait très bien qu'aujourd'hui, la filière police judiciaire, qui était auparavant la filière de la noblesse, pour arriver à la brigade criminelle à mon époque, c'était vraiment c'était l'aboutissement d'une carrière. Et aujourd'hui, d'après les échos que j'ai, on a énormément de mal à recruter en police judiciaire. Ça a un petit peu changé. Faut l'espérer. Mais un autre exemple, j'entends diverses sources syndicales, des revendications sur le nombre d'heures supplémentaires non payées. Vous comme moi, on est des anciens, des heures supplémentaires, on en a fait des milliers. Elles n'étaient pas payées à notre époque. Est-ce que quelque part, cette réforme qui a vu le glissement des missions de police judiciaire vers le monde de la tenue, qui, elle, connaissait ce monde de la récupération horaire, n'a pas justement fait tout basculer? Oui. Alors à ça, tu ajoutes les 35 heures, effectivement, et le tableau est complet. Quand on assiste à une fonctionnalisation des policiers, c'est clair, c'est une évidence, c'est une tendance lourde, c'est une tendance sociétale. Le policier aujourd'hui, le jeune homme ou la jeune fille qui arrive dans la police aujourd'hui, soyons très clairs, il veut faire une carrière la plus tranquille possible, essayer d'en tirer évidemment les moyens de subsistance les plus honorables et les mieux possibles. Et à côté de ça, c'est vrai que l'esprit policier, l'esprit tel que nous on l'a connu, veut revenir travailler sur ces jours de repos parce que on avait une affaire en cours qui nous tenait à cœur, ne pas rentrer le matin parce que on avait une affaire qui se poursuivait et qu'on voulait pas laisser les gars sur le terrain. Ça existe sans doute toujours. Mais j'ai quand même j'ai envie de vous rassurer. Bon, rassure-nous. Est-ce que je peux vous rassurer? Alors j'ai envie de vous rassurer parce que jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire jusqu'en 2019, j'étais quand même chef de service d'une division, d'un district, comme on dit maintenant, de police judiciaire à Paris. Et ce que vous êtes en train de décrire, je l'ai encore vécu. Alors je pense qu'un an plus tard, en 2020, ça n'a pas dû trop changer. Mais ils savent faire des filatures, hein, Maurice. Quand on parle de police d'investigation, parce que là on parle majoritairement de police d'investigation. Je ne parle pas trop de maintien d'ordre que je connais moins, de renseignement, mais je parle surtout de police d'investigation. On a encore la possibilité en PJ, puis dans les services de sécurité publique qui font du judiciaire, qui font de la PJ, on a encore la possibilité de dégager du temps, de dégager des fonctionnaires pour faire, j'allais dire, de la vraie police. C'est-à-dire la police pour laquelle les petits jeunes rentrent dans la boîte, passent le concours et veulent rentrer dans la police. À savoir faire des filatures, faire des surveillances. C'est pas toujours agréable, ça m'est arrivé, pas souvent heureusement, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des SOUM, comme à peu près tout le monde dans la police. Il fait très chaud ou alors il fait très froid et puis il se passe rien pendant des heures. Et à la radio, on appelle pour savoir si on doit rester ou pas rester, ou bouger ou pas bouger, parce qu'on se demande ce qu'on fout là. Donc il y a ces moments qui sont peut-être un petit peu difficiles pour le jeune policier, mais globalement, cette police d'investigation, elle existe toujours. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que des candidats pour me rejoindre au 3e district de police judiciaire, j'en avais plein, j'en avais beaucoup, qui venaient de commissariats parisiens, qui venaient de commissariats de la banlieue parisienne, qui venaient même de services en tenue, qui venaient de différents services qui faisaient du maintien de l'ordre. Et ils voulaient venir pour faire ce genre de boulot. Donc des volontaires, on en trouve. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on les a, il faut qu'on les garde. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Une fois qu'on a trouvé les bons, c'est-à-dire ceux qui sont volontaires, ceux qui ont l'état d'esprit, il faut qu'on arrive à les garder. Moi, ce que je disais aux candidats, je leur disais toujours, vous n'êtes pas officier de police judiciaire, c'est pas grave. Vous n'avez jamais fait d'investigation, c'est pas grave. Mais quel est votre état d'esprit? Parce que l'état d'esprit, c'est pas la même chose que l'expérience judiciaire d'un commissariat et autres. C'est bien de l'avoir, mais quand on n'a pas l'expérience, on peut l'acquérir. L'état d'esprit, quand on l'a pas, on l'aura jamais. Et il n'y a pas de stage pour avoir l'état d'esprit qu'on cherchait en police judiciaire. Il n'y a pas de stage. Donc, je vous rassure pour vous dire que cette police-là, elle n'est pas morte, elle existe toujours.
La difficulté, c'est que je parlais du recrutement, je parlais des gens qui voulaient rejoindre les services PJ. J'avais 7, 8, 9, 10 candidats pour une place, ou 2 places, ou 3 places dans le meilleur des cas. Mais là, c'était les années riches. Et on avait, bien évidemment, quand on avait 3 arrivées, on avait 4 ou 5 départs, retraite ou départs en province, etc. Et il fallait qu'on arrive toujours à avoir le même niveau d'efficacité. Donc je pense que, moi je parle d'une police qui existe encore, c'est la police judiciaire, et cette police judiciaire, elle reste encore efficace. Par contre, de ce que j'ai pu voir des commissariats parisiens, là, c'est très difficile, parce que les commissariats parisiens, ça devient des chambres d'enregistrement, des plaintes pour les assurances. À savoir que les gens, ils ne vont pas déposer plainte en se disant qu'on va arrêter le cambrioleur ou celui qui leur a volé la voiture ou quoi. Non, ils ont simplement besoin d'un dépôt de plainte parce que l'assurance leur demande un dépôt de plainte. Et les policiers qui prennent les plaintes le savent parfaitement parce qu'ils prennent des dizaines et des dizaines de plaintes à la journée. Et ils savent que de toutes les façons, il n'y aura jamais d'enquête qui sera faite suite à ces dépôts de plainte. Et que d'ici une semaine ou 10 jours, ils mettront en tampon de vin de recherche et puis transmettront au parquet qui lui-même classera sans suite. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire que c'est foutu. C'est-à-dire que la délinquance du quotidien, les plaintes qui sont prises au quotidien par les commissariats, là je crois qu'effectivement on n'est pas efficace du tout. Non, mais on le voit dans les taux d'élucidation sur la délinquance de voie publique. Voilà. En revanche, quand ces enquêtes qui sont prises par les commissariats sont prises par la police judiciaire ou une sûreté départementale ou un service qui a le temps de travailler, là, on est efficace et là, on a des résultats. Le problème, c'est que les services qui font l'investigation sont peu nombreux et les plaintes qui sont récupérées par les services d'investigation, a priori les plaintes les plus graves, les homicides, les viols, les cambriolages avec des préjudices très importants, ces affaires-là sont heureusement relativement peu nombreuses. Mais malheureusement, la grande masse des plaintes reste sans investigation. Mais les gens le savent. Les gens le savent. Le problème, c'est que mentalement, du côté du policier qui est en commissariat et qui prend des plaintes en se disant « la plainte que je prends, elle sert simplement à un remboursement pour une assurance », ce policier-là, il n'a pas le moral. Et il se dit « je ne suis pas rentré dans la police pour ça ». Donc il veut partir. Donc 2 possibilités. Soit il veut aller en police judiciaire ou dans une sûreté départementale, ou alors il veut retourner chez lui en province. Je parle des Parisiens. Et ça crée un effet d'érosion assez important dans les commissariats, un turnover qui est malheureusement qui est un problème, parce qu'on n'arrive pas à créer un esprit de commissariat, un esprit de groupe, qui fait que les gens travaillent ensemble et créent une unité, créent quelque chose de commun, qui permet d'aller au travail de façon positive et qui permet d'être efficace sur le terrain. Alors, on est heureux d'apprendre qu'en police judiciaire, ça va bien, c'est tant mieux. Il y a des problèmes, Maurice. Oui, non. Mais on arrive à s'en sortir. Tout à fait, mais je l'entends bien. Mais est-ce que, par contre, la réforme du Code de procédure pénale, la présence de l'avocat, les appels, toutes les embûches procédurales, etc., est-ce que cette nouvelle génération s'y est adaptée et le vit bien ? Alors pour les gens qui ne connaissent pas, l'alourdissement de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne le placement en garde à vue, on va prendre une image. C'est comme courir un 100 mètres avec un sac à dos. Vous avez une personne qui court un 100 mètres et puis on lui dit « ouais, c'est bien, mais tu vas me refaire le 100 mètres et puis on va te mettre un sac à dos, puis on va te mettre 10 kilos dedans et puis tu vas courir ton 100 mètres. » C'est ce qui se passe avec la procédure. Mais on nous dit c'est pour le bien de la société, parce qu'il faut que la société, il faut que la procédure soit conforme aux règles légales, et puis il faut qu'on ait un avocat, il faut qu'on ait un avis famille, il faut qu'on ait un passage devant le médecin, etc. Sauf que c'est quelque chose d'extrêmement lourd au quotidien. Le placement d'une personne en garde à vue est extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce que concrètement, quand une personne doit voir un médecin, par exemple, il faut qu'on trouve les policiers qui vont l'amener voir le médecin quand le médecin ne peut pas venir. Et puis il faut qu'on trouve le véhicule. Et puis une fois qu'on l'amène aux urgences médico-judiciaires, il faut attendre son tour parce qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui sont devant. Donc ça prend 3 fonctionnaires, ça prend un véhicule et ça prend 3, 4, 5 heures de garde à vue sur les 24 que dure la garde à vue au total. Donc ça, c'est un alourdissement dont j'ai peine à avoir le sens. Je ne comprends pas, je ne vois pas. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas voir un médecin, c'est pas ça, bien évidemment. Mais on comprend bien que le délinquant qui est placé en garde à vue, il a un petit peu tendance à jouer la montre
et puis à se dire je vais demander l'avocat, je vais demander le médecin, je vais demander la vie famille, et puis je vais me sentir mal pendant la garde à vue dans quelques heures, de façon à ce que je puisse revoir encore un médecin, etc. Ce qui fait que maintenant, une garde à vue, et même en police judiciaire, hein, une garde à vue, c'est une garde à vue avec énormément de formalisme, et puis malheureusement, relativement peu de fond, relativement utile peu à l'enquête. Ouais, voilà. Un temps d'investigation diminue. Le temps d'investigation diminue au profit du temps du formalisme qui est supposé protéger les libertés individuelles. Ça veut dire aussi l'effet pervers, ça veut dire que si on a besoin de protéger les libertés individuelles, le policier est vu comme étant éventuellement quelqu'un qui peut porter atteinte aux libertés individuelles. Donc il y a un changement de vision là. C'est-à-dire que le policier pouvant être vu comme une menace pour les libertés individuelles, on charge le formalisme avec énormément de contraintes, de façon à ce que les libertés soient bien protégées, mais ce temps de paperasse, j'allais dire, à remplir tout ce formalisme qui s'attache à la garde à vue et à l'enquête d'une façon générale, c'est du temps que l'on a en moins pour l'investigation. Donc là, oui, effectivement, on perd de l'efficacité. Avec tous les risques d'erreurs de procédure potentielles que ça suggère. Tout à fait, c'est-à-dire que plus le formalisme prend du temps et de la place dans la procédure, plus on multiplie les possibilités de faire annuler la procédure tout entière parce qu'il y a un détail de la procédure qu'on n'a pas respecté correctement et qui peut annuler la totalité de l'enquête. Alors, en résumé, si la police d'investigation reste à un très bon niveau d'efficacité, mais elle reste quand même minoritaire dans l'organisation de l'institution. Et on va être d'accord pour dire que tout ce qui est la délinquance massive, c'est-à-dire la petite et moyenne délinquance, il y a une très mauvaise appréhension de cette petite et moyenne délinquance. On en est conscient. Oui. Alors, dû à la massification, hein, c'est vrai, il y a une masse énorme, en fin de compte, on est submergé par le fait, quelque part, doublé du fait qu'il y a eu des réformes structurelles qui ont fait que ça posait problème. Est-ce que vous avez connu, surtout toi et moi également, lorsqu'on était en sécurité publique, un peu moins en police judiciaire, quoique la police judiciaire avait été un peu impactée, ces diverses réformes qu'on a connues de police de proximité, qui étaient reprises aussi bien à gauche qu'à droite. On avait l'impression que c'était un slogan politique qui était interchangeable pour n'importe quel programme. On a vécu ça, on a vécu une multitude de réformes, mais au regard de nos expériences, quelle serait vraiment la réforme qui permettrait d'avoir une véritable proximité policière et non pas cette philosophie de la police de proximité, et donc une meilleure efficacité pour la petite et moyenne délinquance? Alors, je pense que... Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Patrick tout à l'heure. En sécurité publique, on a tous connu ces fuites de bons fonctionnaires vers les services spécialisés. Et il est clair que ça enrichissait certes les services de police judiciaire ou de renseignement, bien sûr, et ça appauvrisait les autres. Ça a été autre raison pour laquelle, certainement, on se trouve confronté aujourd'hui à cette paupérisation. On est là pour réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas réfléchir à des filières de recrutement distinctes? On pourrait évidemment y réfléchir, on pourrait y penser. Tu parlais d'efficacité, revenons un petit peu à ça, parce que c'est important, je crois, de parler efficacité. Nos concitoyens attendent de nous des résultats légitimes. Alors c'est vrai que dans matière de délinquance ou de criminalité relativement importante, on a d'excellents résultats. Tu le soulignais, les chiffres sont toujours là pour le prouver. Ça représente, on va dire, 20-25%. Ah oui, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide. Ouais, de très bons taux d'élucidation en général. C'est vrai que le reste, c'est catastrophique. Catastrophique pourquoi? On en parlait, on revient quand même dessus, massification, des effectifs qui manquent, indéniablement, parce qu'il est évident que la délinquance de voie publique, on la combat comment? On la combat par de la présence sur le terrain. Il n'y a pas 36 façons. La prévention, c'est quoi? C'est du policier dans la rue. Moi, je regrette, c'est certainement pas aller organiser des matchs de football avec Pierre-Paul ou Jacques. C'est du policier visible dans la rue. Aujourd'hui, le policier visible dans la rue, il est où? Il est dans la voiture que les gens voient passer? Comment voulez-vous qu'on puisse parler d'une police proche? Moi, je ne parle pas de proximité parce que c'est tellement connoté cette notion. Avant, on parlait d'îlotage, c'est une autre époque, mais c'était la même chose. Ouais, c'était la même chose. Donc, le policier aujourd'hui passe dans une voiture, les gens le voient passer,
les truands aussi, une fois que la voiture est passée, ils ont 99 chances sur 100 de pouvoir faire leurs méfaits sans être embêtés. T'as pas l'impression qu'on déplace le problème une fois que la voiture est partie? Voilà, exactement. Donc doter les policiers de nouveaux véhicules, c'est peut-être une erreur. Plus confortable. Non, je pense qu'effectivement, il faut du policier, il faut du véhicule, bien évidemment, mais il faut surtout avoir des policiers qui puissent investir la voie publique comme ça se faisait par le passé. La présence policière, on sait très bien que ça n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça a une composante importante de la dissuasion. Et voir du policier, pour le délinquant, d'habitude, ça changera certainement pas grand-chose parce que lui, on n'a rien à faire. Par contre, on sait que la délinquance, notamment petite et moyenne, est souvent une délinquance d'opportunité. J'ai personne qui me regarde, tiens, je chaparde ce que je vois dans la voiture qui est ouverte. Cette personne, elle voit passer un véhicule de police, elle va passer son chemin, elle pensera à autre chose. On sait que la délinquance d'opportunité occupe une place importante dans la délinquance de voie publique en général. Seule façon de lutter contre, c'est de mettre du policier dans la rue. Ça, c'est le premier point. C'est également aussi avoir une politique sécuritaire qui tienne la route. Tu l'évoquais tout à l'heure, qu'on n'en change pas tous les 2 ans. On a connu une alternance invraisemblable. Police d'ordre, police de sécurité, police de proximité, avec chaque fois des sociologues qui venaient nous donner des grandes leçons sur ce qu'il fallait. Police du chiffre, etc. De grandes leçons sur ce qu'il fallait qu'on fasse comme si nous ne le savions pas. Nous étions sur le terrain, et nos collègues le sont aujourd'hui, H24, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin que certains sociologues viennent leur expliquer par A plus B qu'en faisant ça, ils auront ça, ils auront ça. D'ailleurs, on l'a vu le résultat, tous ces sociologues se sont tous fourvoyés. Ils ont été incapables de conseiller efficacement nos politiques, évidemment, qui voulaient faire moderne, certainement. À mon avis, ils les ont écoutés un peu trop souvent. Résultat des courses, eh ben, on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il faut responsabiliser les services de police, il faut responsabiliser les chefs de service. Les commissaires de police aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, ils sont complètement déresponsabilisés. Où est leur marge d'initiative, où est leur marge de manœuvre? Les ordres viennent du préfet, les ordres viennent du maire des fois, alors je dis ordre, les instructions ou les volontés, du procureur de la République. Bref, ils sont assaillis de directives, mais il faut faire ceci, mais il faut faire cela. Et leurs marges de manœuvre sont où? Où est cette notion d'autonomie dont ont pu se prévaloir pendant très longtemps les chefs de service et qui leur permettait justement de s'adapter en temps réel? Parce que ça aussi, c'est un phénomène important. Je regrette, la délinquance, elle évolue dans un milieu. Elle évolue. Aujourd'hui, on a peut-être affaire à des voleurs à la roulotte, mais demain, on aura affaire à des cambrioleurs, mais demain... Si on ne permet pas aux services de police de s'adapter en temps réel en leur donnant les marges de manœuvre nécessaires à la fois dans la gestion des effectifs, dans la gestion de leurs propres moyens, on n'obtiendra jamais de résultats. Il faut cesser de considérer les policiers comme des fonctionnaires de préfecture et les commissaires comme des administrateurs civils. On a toujours eu cette technicité de terrain qui nous a permis de faire face, toujours pendant très longtemps, à la délinquance. Il est sûr qu'à partir du moment où on a commencé à nous couper les ailes, à nous rogner les ongles, ça a été terminé. Moi, je crois qu'une partie de la réponse est là-dedans. Redonner des marges de manœuvre aux chefs de service, redonner des moyens de fonctionner aux services de police, peut-être en décentralisant, peut-être un petit peu. Alors, mais justement, mais je veux dire, pour ça qu'il faut en redonner. Alors, ça appelle 2 commentaires. Ça me permettra de rebondir sur 2 questions. Tu évoquais cette fuite du personnel, ces vases communicants entre la tenue. Est-ce qu'à la limite, il ne faudrait pas réfléchir à des filières de recrutement? Est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas des métiers différents? Certains pays l'ont fait. Certains pays ont une police judiciaire à part, avec un recrutement à part, etc. Ce qui permettrait de fidéliser du monde en sécurité publique, pour dire que c'est un métier, la sécurité publique, cette police de quartier, cette police d'immédiateté, cette police du quotidien, c'est une filière. Après tout, ayons un recrutement pour cette filière-là, et la police de longue haleine, de police judiciaire ou de renseignement, c'est une filière particulière. Prenons une filière de recrutement. Premier point, pourquoi pas, avec... C'est là où je vais rebondir, avec ce risque qu'on évoquait hors caméra, que par exemple le parquet prenne son indépendance et que la police judiciaire devienne, un peu comme en Belgique ou dans certains pays, la police judiciaire du parquet, première question. Et si on fait cette filière en sécurité publique, où tu rappelais la nécessité de l'importance du chef de service comme manager de son... Exactement, opérationnel. Au niveau opérationnel, quid
de l'omniprésence syndicale extrêmement prégnante au sein de l'institution policière, qui a tendance à nous laisser penser une espèce de co-gestion dans la décision. Voilà les deux questions que je voudrais vous poser. Est-ce que vous permettez que j'apporte mon point de vue sur la première la question Oui, côté oui. syndical? Je vais peut-être te laisser, tu connais ça bien mieux que moi, mais en ce qui concerne ta première question, qui est la création, C'est une question, hein. d'une filière investigation. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les écoles de police, il faut savoir qu'une école de police, elle fabrique, j'allais dire, des policiers généralistes. C'est ça, oui. C'est-à-dire que le policier, quand il sort d'école de police, que ce soit de gardien de la paix, que ce soit d'officier ou que ce soit de commissaire, c'est un généraliste. Le garçon ou la fille, il n'est pas spécialisé ni en investigation, ni en maintien de l'ordre, ni en renseignement, il est généraliste. Et c'est ensuite en fonction du poste qu'il va choisir en sortie d'école qu'il va de fait se spécialiser. Maintenant, quand tu parles d'une filière investigation, on l'a connu, on a tous connu, c'était les enquêteurs, c'était l'école de Toulouse, avec des gardiens de la paix qui s'appelaient enquêteurs de police, et c'était des gardiens de la paix enquêteurs de police qui étaient dédiés à l'investigation. On les voyait arriver directement dans les commissariats qui faisaient de l'investigation, directement dans les divisions, districts de police judiciaire qui faisaient de l'investigation. Et en fait, on a l'impression que la vie est un long recommencement, parce que ce qu'on est en train d'envisager, c'est de créer quelque chose qui a été supprimé, qui a existé et qui a été supprimé en 1995, c'est-à-dire les enquêteurs de police. Après, pour être tout à fait complet, La filière des inspecteurs de police était une filière à vocation d'investigation et de renseignement. Aussi, puisqu'il y avait les officiers de paix à Nice. Ce que je veux dire, c'est que la filière des inspecteurs de police avait vocation à être oui, bien sûr. Il y avait les officiers de paix voilà. qui faisaient... Les officiers de paix avaient une vocation... Mais c'était déjà une police spécialisée, ce voilà, que dit Patrick, tout à fait juste. Si on peut revenir là-dessus, il n'y a aucun souci, mais on va... Mais c'était une question... On va boucler la boucle. C'était en 1995. On revient en 1995. Non, mais c'était une question. Pourquoi pas, et selon des modalités différentes? Parce qu'il faut se rappeler que 1995, le but de cette réforme, il est très simple. Comme d'habitude, il est avant tout économique. Bien sûr. L'État veut diminuer le nombre de corps dans la fonction publique, les instructions viennent de Bruxelles, et c'est dans l'administration qu'on peut tailler Parce que vous avez aujourd'hui un gardien de la paix au PJ qui fait le boulot d'un ancien inspecteur principal. Tout à fait. Bien sûr, il le fait beaucoup moins cher. Donc c'est à ça que je voulais vous amener. Oui, ces réformes-là, on a des gens de qualité, etc. Mais quelque part, on leur a interdit de passer les concours. Parce que ces gens-là qui étaient intéressés par le judiciaire dans le temps, passaient le concours d'inspecteur de police. Il y avait des concours de 1000 postes par an. Donc celui qui souhaitait... Et maintenant combien? 50. Voilà, aujourd'hui 50. Donc on a privé des gens qui auraient eu un bon statut social, une reconnaissance, un salaire, et aujourd'hui on a quelque part des OPJ au rabais. Alors est-ce que c'était parce qu'on avait voulu à l'époque, au rabais entre guillemets, est-ce que c'était pas ce rapprochement fantasmé qu'on cherchait depuis fort longtemps entre la police et la gendarmerie, ou c'est que la gendarmerie avait des OPJ qui n'étaient pas des officiers? Oui, de la même façon qu'on a réussi à placer la police et la gendarmerie sous l'autorité du même ministre, on sait que les instructions venaient de Bruxelles. On sait très bien que c'était des instructions de Bruxelles et qu'il fallait aller dans ce sens-là. Puisqu'il est interdit, je crois, d'avoir une force militaire qui ait des dispositions judiciaires. Dans certains pays comme la Belgique ou l'Espagne, on a carrément supprimé la gendarmerie. Ils ont été supprimés. Il faudrait peut-être qu'on se débarrasse de cette tutelle de Bruxelles. Alors. Ce ne serait pas forcément la moins mauvaise idée. Et donc, nous, on a trouvé la solution de rattacher police-gendarmerie au ministre de l'Intérieur. Comme ça, on répond à Bruxelles tout en gardant notre spécificité. Mais bon, moi, tout ça, en fait, toutes ces réformes, souvent, le moteur est très simple. C'est un moteur purement économique. On veut faire des économies. Et effectivement, ça a permis à l'administration de se payer des OPJ. Mais je persiste à dire au détriment du qualitatif. Voilà. Alors forcément, quand on massifie, ou quand on perd du qualitatif, forcément. Dans le lot aujourd'hui, en tant que chef de service, j'ai connu de très bons gardiens de la paix ou brigadiers ou gradés au PJ, j'en ai connu des très mauvais, mais je pense que globalement, nos fonctionnaires font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Je pense que ça, c'est important de le souligner, même si on ne leur donne pas toujours les outils nécessaires pour qu'ils travaillent correctement. Donc, revenir à des filières, pourquoi pas,
Après tout, c'est tout à fait envisageable. On gagnerait certainement en qualité pour le coup. Alors ça voudrait dire un tronc commun, mais véritablement après une formation spécialisée. Ça se réfléchit. C'était une interrogation. Ça se réfléchit. Au vu des constats, et comme je vous l'ai dit, hein, le progrès, ça peut être le développement d'une erreur. Donc pourquoi pas rechercher en termes de qualité, puisqu'on sait que quand quelqu'un sait que sa filière est irréversible quelque part, il va pouvoir s'y investir aussi. Il va pouvoir donner énormément. Alors que s'il sait qu'il y a des passerelles de partout, etc., l'investissement va être différent. Deuxième point où je voulais revenir, on a tous vécu ce délitement de la hiérarchie. Avant, on appelait ça un patron, hein, un taulier, ça voulait dire quelque chose. Toute la chaîne hiérarchique voulait dire quelque chose. Aussi bien le brigadier. Moi, je me souviens qu'un brigadier de police, on le vous voyait. Alors, quand t'as un major, alors là, on cognait à sa porte et on attendait qu'il dise entrer. Alors, c'est caricatural ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les lignes hiérarchiques étaient claires. Oui. Et on avait des gardiens de la paix ou des inspecteurs qui étaient certes libres sur la voie publique, hein, qui avaient toute autorité sur la voie publique, mais soumis à une très forte hiérarchie. Cette hiérarchie, aujourd'hui, elle est remise en cause, elle a perdu en légitimité, pour diverses raisons, d'ailleurs, hein, peut-être à raison, hein, j'en sais rien, mais on ne peut s'empêcher de se rendre compte qu'il y a une très très forte représentation syndicale au sein de l'institution policière, près de 70% des policiers sont syndiqués, et on a le vague sentiment qu'il y a une espèce de co-gestion et que partagée, hein, une gestion partagée des effectifs, des moyens, de ceci, de cela. La meilleure preuve, c'est pourquoi est-ce qu'un chef de service ne répond pas aux interrogations des journalistes et pourquoi est-ce que c'est un syndicaliste qui à chaque fois fait des commentaires sur la délinquance. Enfin bref. Est-ce que ça, c'est pas un véritable problème ? Alors, sur le dernier point, le syndicaliste qui répond à la presse, c'est tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur n'a jamais été capable de mettre en place des modes de communication satisfaisants. Il suffirait simplement de mettre des protocoles de communication, comme on l'a fait pour les magistrats. Je vous rappelle que... Comme le font les gendarmes. Comme le font les gendarmes. Les gendarmes n'ont pas de syndicat, ils s'expriment à la télévision, ce sont des choses importantes. En restant, on pourrait très bien le faire. Mais c'est vrai qu'on a trouvé plus confortable de laisser des syndicalistes monter au créneau. Je trouve que c'est une erreur. Alors maintenant, sur le syndicalisme dans la police, le sentiment que j'en ai, pour y être passé quand même pendant quelques années. Bon, le syndicalisme, on sait très bien, effectivement, fort taux de syndicalisation dans la police nationale, des syndicats qui au départ sont des syndicats maison, parce qu'il y a un fort corporatisme, rappelons-nous qu'ils sont nés pour la plupart d'amicales et d'associations, et donc ça a créé une osmose très forte, il y a même eu des mutuelles de policiers qui se sont créés, notamment la mutuelle du 7, tu t'en rappelles, qui est à l'origine, ce sont des policiers qui se mettent ensemble pour assurer leurs dépenses, voilà. Donc tout ça, un sentiment très fort d'appartenance à une institution qui fait que on arrive à des syndicats maison qui prennent de la puissance. Et puis, les années passées, les années passant, les choses évoluent et l'administration se rend compte que finalement, avoir une mosaïque de syndicats importante, c'est pas si inintéressant que ça. Pourquoi ? Diviser pour régner, moi j'en suis convaincu. Alors je vais peut-être pas me faire des amis dans le monde syndical policier, tant pis, je suis parti il y a 10 ans et maintenant il y a prescription, mais c'est une réalité que j'ai vécue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est plus facile de discuter avec un ensemble de syndicats, parce qu'on en trouvera toujours des plus complaisants que d'autres, et ça permet de faire passer ainsi toutes les réformes que l'on veut. C'est la réalité. Moi, la dernière réforme dont je me souviens, c'est la réforme Sarkozy, la réforme des corps et carrières. C'est vrai que tous les syndicats ont voté la réforme des corps et carrières, ça a été une erreur. Je le dis aujourd'hui, le syndicat des commissaires à l'époque n'aurait pas dû la signer, tout simplement parce qu'elle hypothéquait l'avenir de la police nationale. On le voit bien avec les effectifs qui ont fondu à ce moment-là, ça a été le donnant-donnant. Certes, je vous enlève des effectifs, mais certes, on vous donne de l'argent. En gros, c'était ça. Ce qui était économisé d'un côté, on pouvait le redistribuer aux autres. Résultat, c'est qu'on n'a peut-être pas anticipé à ce moment-là qu'on allait se retrouver dans une situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, avec une délinquance qui se développe, qui devient de plus en plus violente, et un besoin d'effectifs criant. Et on se rend compte que depuis cette époque-là, on est à la ramasse. On voit bien qu'ils cherchent, les présidents qui ont suivi, Hollande et le président Macron aujourd'hui, cherchent à boucher des trous qui, quelque part, ont causé quelque chose d'irréversible. Tout ça pour dire que je pense que ce syndicalisme que je qualifie d'un syndicalisme de connivence, à quelques exceptions près,
quelques exceptions près. Je pense que certes, ils servent les policiers, parce qu'ils en tirent des bénéfices. Je ne suis pas persuadé qu'ils servent l'institution. Maintenant, voilà, c'est mon point de vue personnel, c'est le fruit de l'expérience, c'est le fruit d'un passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de syndicats dans la police, entendons-nous bien. Je dis simplement que on n'a certainement pas pris la meilleure des directions. Et je crois, et je termine là-dessus, et je crois qu'effectivement cette cogestion à laquelle tu fais allusion, elle est bien réelle. C'est une réalité. Un chef de service aujourd'hui, la première des choses la première des questions qu'il se pose lorsqu'il prend une décision, c'est comment vont réagir les syndicats. Et oui, mais c'est la vérité. Alors que c'est pas cette question-là qui devrait se poser. La question qui devrait se poser, c'est est-ce que je vais être efficace? Et voilà, c'est toute la différence. Donc quelque part, vous ne pouvez pas le nier quand même. Les réformes structurelles, fonctionnelles, ont eu un impact certain quand même sur l'efficacité, sur la façon de fonctionner de l'institution. Voilà. Et à l'analyse, même si ça remonte à 25 ans, on peut s'interroger sur leur pertinence. C'est évident, c'est évident. Peut-être un mot par rapport aux syndicats, Olivier, parce qu'il faut dire une chose aussi, c'est que les hauts responsables de la police ont très peur des syndicats de gardiens en particulier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peur de manifestations de policiers dans la rue. Et ça leur faut la trouille. Quand on a des policiers qui se rassemblent devant les commissariats et devant les préfectures et qui jettent par terre leurs menottes, ça, je peux vous dire que c'est regardé en très haut lieu et que tout le monde en a très peur. Ben évidemment. On en a très peur. Ce qui fait que, en fait, on se demande qui dirige la police, quoi. On se demande si ce sont les chefs de la police qui dirigent la police ou alors si ce sont les syndicats de gardiens de la paix. C'est pour ça que j'emploie le terme de connivence. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'on est en train de dire là, quelque part, est énorme. Parce qu'on est en train d'expliquer aux auditeurs qu'une institution qui devrait être structurée hiérarchiquement, qui devrait avoir un impact hiérarchique très fort, ne l'a pas. Et, enfin, moi j'étais chef de service souvent, je peux vous dire que engueuler un fonctionnaire quand il faisait une connerie, c'était prendre un énorme risque. Le syndicat t'appelle. Non seulement le syndicat, mais la hiérarchie appelle. Oui, parce que le syndicat a appelé ton chef et t'appelle. Exactement, et la hiérarchie appelle. Donc ça a l'air de rien, mais tout ça mis bout à bout fait qu'on en parlait hors caméra entre nous, fait que certains cherchent des niches de confort dans le déroulement de leur carrière, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la hiérarchie perd en légitimité, parce qu'il y a une certaine visibilité quand même. Et donc au bout d'un moment, on se rend compte que les carrières se font au gré d'opportunités. Il est beaucoup plus difficile de faire une carrière dans le 93, où il risque de vous arriver des merdes tous les jours, chaque matin, en vous disant qu'est-ce qui va m'arriver là, que dans d'autres services plus prestigieux, ou tout du moins beaucoup moins en contact avec le quotidien et les dérives du quotidien. Ça a l'air de rien ce qu'on évoque là, mais quand c'est rapporté à toute une institution, où on s'aperçoit que surtout la hiérarchie intermédiaire, je parle des commissaires, chefs de service, je ne parle pas des hautes sphères directoriales qui, elles, au contraire, souvent s'entendent merveilleusement bien avec les dirigeants syndicaux, d'ailleurs. C'est oui, bien sûr, très ils ont tous leur numéro de portable, alors ils se oui, téléphonent directement. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, je vais peut-être lancer... ça va peut-être me créer beaucoup d'inimitié, mais disons qu'il y a des réseaux ésotériques très forts aussi dans la police, très forts, qui font que ça crée des liens qui échappent parfois aux lignes hiérarchiques traditionnelles qu'on voit sur les organigrammes. Donc voilà. Évidemment, le policier qui n'a pas de lien ésotérique et qui n'a pas de lien syndical, il ne fait pas une carrière. Il ne fait pas une belle carrière. C'est plus compliqué, j'en sais quelque chose. Ça devient compliqué. Non, mais après, c'est sûr que le malaise auquel on assiste au sein de la police nationale, notamment ce malaise dans les rapports hiérarchiques qui existent, tient beaucoup à tout ça. C'est qu'on a laissé une place certainement beaucoup trop importante à une hiérarchie parallèle, ce qui a abouti souvent au désaveu de chefs de service, au désaveu d'une chaîne de commandement qui aujourd'hui est plutôt timorée en se disant pourquoi prendre une décision si dans les 10 minutes qui suivent je dois être désavoué. Olivier, Maurice, mais voilà. Ça nous est arrivé à tous les trois. Une multitude de fois. Mais bien sûr, d'avoir un coup de fil de notre supérieur hiérarchique qui nous dit c'est embêtant, je viens de recevoir, ou le chef il a reçu un coup de fil du délégué régional ou du délégué national de tel syndicat, en général c'est l'un des deux syndicats gardiens de la paix.
t'as mal parlé à un tel, ça crée des problèmes, faudrait faire attention. C'est une erreur de management. C'est une erreur de management, voilà. Ça te retombe dessus. Alors que, bon, moi je croyais que dans la police, on ne faisait pas du management, mais du commandement. Mais bon, ça, les choses ont beaucoup évolué. Alors, je dis ça un peu en plaisantant, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que l'institution policière a obligatoirement besoin d'une hiérarchie forte. Mais oui, obligatoirement. Ne serait-ce que pour le bien-être d'ailleurs des fonctionnaires. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une hiérarchie compétente, légitime, pas là pour couvrir les bêtises, bien au contraire, mais une légitimité dans sa hiérarchie. De cette hiérarchie. Et bien des problèmes seraient... On n'avait pas connu ces problèmes-là dans le temps. Alors je sais bien, il ne faut pas avoir toujours la nostalgie, mais enfin, moi, il m'est arrivé d'aller dans le bureau du directeur PJ pour me faire engueuler quand même, hein, ça arrivait. Mais on prenait une bonne avoinée, et puis voilà. Ça s'est même produit à plusieurs reprises, hein, pour moi en tout cas. C'était comme ça. Donc je pense que c'est important d'aborder ça, parce que je crois qu'en fin de compte, peu de gens l'abordent, et ça peut expliquer bien des choses. Alors, la tendance, ça serait, puisque tu évoquais tout à l'heure le fait que la gendarmerie était dépendante du même ministère maintenant, est-ce que la tendance ne serait pas de dire à un moment donné, privilégions la gendarmerie qui justement n'a pas trop, pas encore tout du moins, pas avec la même acuité, ces problèmes-là. D'autant que la gendarmerie nationale a pris depuis les années 80 une importance en police judiciaire qu'elle n'avait pas il y a encore une trentaine d'années. Voilà. Alors, phénomène important, il faut savoir que la gendarmerie a Bruxelles sur le dos, parce que Bruxelles exige que des syndicats soient créés, y compris au sein, au sein de la gendarmerie nationale. Ils peuvent résister, ils résistent encore, j'espère qu'ils résisteront très longtemps. Je pense qu'ils ont d'autres formes, eux, de représentation des personnels qui sont également efficaces. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que... on a à apprendre, la police aurait à apprendre en termes de fonctionnement de la gendarmerie nationale, en termes justement de structuration, en termes de verticalité, en termes de management aussi, ou de commandement, appelle ça comme tu veux. C'est vrai que le mot commandement me viendrait plus spontanément à l'esprit, mais le terme de management ne me dérange pas. Je crois qu'effectivement, il faut redonner de la verticalité à l'institution. Je crois qu'il faut que cette chaîne hiérarchique retrouve son autorité, retrouve sa place. Et il faudrait pour cela, évidemment, que le pouvoir politique et l'haute administration cessent de vouloir jouer sur tous les tableaux, parce que c'est la réalité, elle est là. Soyons très clairs, on le dit depuis tout à l'heure, il faut appeler un chat un chat. C'est ce travail, ou cette liaison qu'il peut y avoir entre la haute administration, qui est donc forcément liée aux politiques, et certains syndicats qui des fois, nous perturbent beaucoup et empêchent peut-être la police de travailler aussi efficacement qu'il le faudrait. D'un autre côté, soyons très clairs aussi, je le dis et je le répète, c'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas de représentation des personnels, je ne dis pas qu'il ne faut pas des gens compétents à leur place, je ne dis pas entendons-nous bien, je dis simplement qu'il faut redonner de la mesure à tout ça. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, on l'a tout simplement dépassé. Et je crois que l'institution en souffre, tout simplement. Je crois qu'un gardien de la paix, il préférerait pouvoir accéder directement à son chef de service pour résoudre un problème, plutôt que de devoir passer par un délégué syndical. Voilà, je crois que ça redonnerait de la lisibilité, ça redonnerait de la crédibilité. Le syndicaliste restant à la place qui est la sienne dans le cadre des revendications statutaires, salariales, etc., c'est leur boulot. Mais après, tout ce qui touche à l'opérationnel, tout ce qui touche à l'organisation des services, il y a un patron, il y a une chaîne hiérarchique. Si le fonctionnaire n'est pas d'accord sur son affectation, il vient voir le chef de service, on en discute. Bon, quelles sont vos compétences, est-ce qu'on peut... Voilà, il faut redonner du sens à tout ça. Et c'est ce sens-là qu'on a perdu, et c'est de ça dont souffre la police aujourd'hui. Et c'est pour ça que, tout doucement, je voulais vous y amener, c'est pour ça que je me suis permis de faire ce parallèle avec la gendarmerie, qui est la deuxième force de sécurité dans ce pays. Et je crois être l'un des rares commissaires de police à avoir été placé sous l'autorité d'un gendarme. J'étais à l'époque au vol d'objets d'art, et c'était un colonel, j'étais son adjoint, j'étais commissaire principal à l'époque, et j'ai donc connu le monde de la gendarmerie. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de management, il n'y a pas de... Chez les gendarmes, il y a un sens du commandement qui est très fort, mais le chef est vraiment celui qui va prendre en charge ses troupes. On sent un esprit militaire dans toute la bonne acceptation du terme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand il y a eu l'affaire Adama Traoré, le directeur général de la gendarmerie nationale a fait un communiqué en disant « Je suis de tout cœur avec nos camarades ».
le directeur général de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire qu'il appelait 2 gendarmes ses camarades. J'ai rarement vu un directeur général de la police nationale parler de camarades en parlant de gardiens de la paix. Alors, ce que je veux dire par là, c'est une crainte, parce que vous avez bien vu, j'essaye à chaque fois de vous amener sur des craintes potentielles, hein, comme tout à l'heure j'évoquais la possibilité de passer sous la coupe de la magistrature pour la police judiciaire, qui est une possibilité. Le rapprochement police-gendarmerie, qui était une obligation de Bruxelles, est-ce que ça ne va pas nous amener, avec ce contexte particulier de l'omniprésence syndicale dans la police nationale qui peut se révéler un frein à l'efficacité, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus s'inspirer de ce qui se passe dans la gendarmerie nationale? C'est ce que je voulais, tout doucement, vous amener à réfléchir. Moi, je ne suis pas certain. De mon point de vue, j'aime beaucoup les gendarmes. C'est une réflexion, hein. Non, mais d'accord, mais j'aime beaucoup les gendarmes, j'en connais pas mal, j'ai travaillé Certains moi vont aussi. nous écouter, c'est pour ça que je me permettais d'aborder. Il ne faut pas dire du mal de la gendarmerie, mais j'ai pas envie de dire du mal de la gendarmerie. Il y a aucune raison, la gendarmerie, c'est pas la police. Et nous, je pense que, bien sûr, s'inspirer des bonnes pratiques de la gendarmerie, pourquoi pas, mais j'imagine mal ce que j'appelle la rigidité militaire de la gendarmerie appliquée à des situations comme en banlieue, avec des commissariats dans des circonscriptions, dans des communes, avec je ne sais combien de dizaines et de dizaines de plaintes à prendre par jour, voilà, avec 15 gardes à vue à gérer le matin. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas faire. Mais c'était une interrogation, c'était pas une... Mais je ne pense pas que la solution, ça soit gendarmerie. Par contre, là actuellement, je ne sais pas si tu souhaitais évoquer le sujet, mais je crois que pour beaucoup de gens, la solution, ce n'est pas la gendarmerie à la place de la police, c'est la police municipale à la place de la police nationale. Ça fera peut-être l'objet d'une autre on peut en parler. Mais je crois que le problème, ça va être ça. Ça fera peut-être ce sera un bon sujet, effectivement, pour une future émission. Moi, je pense que j'ai toujours vu beaucoup de respect parmi les gendarmes. Ils se respectent. On ne peut pas en dire autant chez nous. Je regrette, mais on ne peut pas en dire autant. Donc j'ai bien fait d'aborder le sujet. Oui. Voilà. Mauvais, juste un mot, le gendarme est un militaire. J'aime beaucoup la police, la gendarmerie, c'est pas ma boutique à moi, mais ce que j'apprécie, c'est le respect de la France et le respect du drapeau qu'il y a chez les gendarmes. Voilà. Alors, certainement une prochaine émission, on abordera ça, peut-être les polices municipales, voire les services de sécurité privés, puisqu'il y en a plusieurs dizaines de milliers, et puisqu'on voit bien qu'il y a un désengagement de l'État dans cette mission régalienne de sécurité, on l'abordera très certainement dans une prochaine émission. Eh bien écoutez, je vous remercie, puis j'espère qu'on se reverra souvent. J'espère que ces discussions, pas au coin du feu, mais au coin de la plante verte, auront plu à nos auditeurs. Alors je leur rappelle, bien sûr, venez nombreux sur Ideal Média. N'hésitez pas à vous abonner à Ideal Média. Voilà, je vous souhaite un au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci.